On voulait regarder quelle était la communication du président Zelensky. A-t-elle un peu évolué ces derniers temps? Oui, ça change depuis dimanche, après avoir évoqué des combats acharnés et difficiles. Voici ce que nous dit aujourd'hui le président ukrainien. Nos actions de contre-attaque se poursuivent. La zone a été renforcée, en particulier Vovchansk et les zones frontalières en général. Le général de brigade Mikhailo Drapati est responsable de cette zone sur le terrain et dispose des munitions et des forces nécessaires. Nos résultats sont de plus en plus positifs. Nous détruisons l'infanterie et l'équipement de l'occupant. Alors, est-ce une pensée magique? Est-ce une pensée positive? On va se poser la question, à qui s'adressent-elles ces communications? Bien évidemment, à la population. On en parlait déjà, on commençait à l'évoquer hier. Mais là, ce qui est intéressant de voir, Sylvia, c'est que autant il y avait Zelensky d'un côté, les officiels ukrainiens, par exemple. Maintenant, il y a Zelensky et il y a l'autre arcane du pouvoir. Il y a Kirilo Boudanov qui, lui, ne dit pas du tout la même chose que le président. Oui, effectivement. Et il se confie au New York Times. Il dresse un tableau en toute transparence, donc par le chef des renseignements militaires, dans un contexte de pénurie d'hommes et de munitions. Kirilo Boudanov dit deux choses en substance. La première, c'est que la situation, elle est critique. Il dit ça. Chaque heure, cette situation devient critique. Les hommes sont à bout de souffle et les armes américaines commencent à peine à arriver 3 semaines après le vote au Congrès. Pour Boudanov, comme pour d'autres responsables ukrainiens d'ailleurs, ces attaques dans le nord-est visent surtout à épuiser les réserves et à détourner des combats ailleurs, semer la panique et la confusion dans la région. Et c'est exactement ce qu'il se passe sur le terrain. Il faut rediriger les troupes, sauf qu'il est difficile de trouver du personnel pour renforcer la défense dans le nord-est. Voilà ce qu'il dit. Toutes nos forces sont soit ici, soit à Chassifiar. J'ai utilisé tout ce que nous avions. Malheureusement, nous n'avons personne d'autre dans la réserve. Cependant, le général estime tout de même que les forces ukrainiennes seront en mesure de consolider leur ligne dans les prochains jours. Voilà ce qu'il dit. Pour le moment, notre tâche est de stabiliser la ligne, puis de commencer à les repousser de l'autre côté de la frontière. Un afflux de réserves ukrainiennes a réussi à perturber partiellement leur plan. La difficulté, c'est de tenir les autres positions du front, Sylvia. Oui, effectivement, et il parlait donc de Chassiviar, Kirilo Boudanov, ville stratégique du Donbass que les Russes veulent conquérir. L'Ukraine pourrait avoir envoyé des renforts issus d'unités qui avaient récemment combattu à Chassiviar, ou alors elle a également pu puiser dans la réserve en repos à Kharkiv. La deuxième chose qu'il dit, importante dans cette interview du New York Times, c'est qu'il s'attend à ce que la Russie lance une nouvelle attaque dans la région de Soumy, plus au nord de Kharkiv. Pour lui, cela arrivera dans quelques jours, 3 ou 4 jours en cours de combat autour de Kharkiv, avant qu'une forte offensive soit lancée vers cette ville qui, vous le voyez, est située à 145 km au nord-ouest. On va l'écouter, Kirilo Boudanov. Dès le début, les Russes prévoyaient une opération dans la région de Soumy. Ils ont planifié une opération depuis le tout début, y compris dans la région de Soumy. À l'heure actuelle, ils détiennent un petit groupe de forces dans la zone frontalière et disons qu'ils ont aussi la ville de Soudza dans la région de Koursk. Mais la situation ne leur a pas encore permis de passer à l'action et de commencer la mise en œuvre de leur plan. Voilà, mais il estime que ça arrivera dans 3-4 jours encore, Kirilo Boudanov. Les bombardements russes se sont d'ailleurs intensifiés à la périphérie de Soumy, à des endroits qui sont souvent bombardés, cela dit. Donc certains officiers sont circonspects quant à cette hypothèse, mais les soldats ukrainiens disent en tout cas se préparer au combat. Merci beaucoup, Sylvia. Général Irichou, c'est vrai que les intentions des Russes ne sont pas claires. Et si c'était Soumy, déjà, première question, est-ce que, comme Boudanov, vous nous dites, il s'agit surtout d'épuiser les réserves, les détourner des combats ailleurs? Est-ce que ça, déjà, vous dites oui, ok. Et est-ce que vous voyez aussi, visiblement, une pression qui s'organise davantage sur Soumy, qui est beaucoup plus au nord, on va le voir sur la carte, que sur Kharkiv? On rappelle que le Soumy a été pris dès les premiers jours de la guerre et avait été libéré par les Ukrainiens début avril 2022. Alors, pour la première question, oui, je suis assez d'accord avec Boudanov. Il s'agit d'épuiser les réserves. Les réserves, c'est sacré dans l'armée. On a toujours des troupes sur le front et ensuite on a des réserves derrière qui peuvent se permettre d'intervenir à la poignée de l'éventail, dans une direction ou une autre, et de renforcer les points faibles. Voilà. Donc là, effectivement, on a le sentiment qu'ils sont en train d'essayer de consommer les réserves ukrainiennes. Il dit, j'ai plus rien, malheureusement, nous n'avons plus personne d'autre. Oui, justement, dans la réserve. puisque c'est une armée qui est étirée sur 1200 km, donc on est obligé de prélever des troupes vraisemblablement dans les régions chaudes de Bakhmout et d'Adivka, et puis de les envoyer au nord. Donc on fragilise le front sud. Donc ça, c'est une stratégie qui est voulue. Alors,
Quant à Soumy, il faut encore beaucoup d'hommes. Parce que si c'est vraiment les 30 000... La 30 000 à 50 000, ça suffit pas. Non, mais non, ça suffit pas pour aller dans la direction de Kharkiv et dans la direction de Soumy, c'est impossible. Alors, c'est peut-être aussi une autre opération de diversion. On verra bien. Moi, j'ai pas de renseignements particuliers d'une offensive dans la direction de Soumy. Ce que je remarque, moi, c'est que on dit la percée russe, il n'y a pas de percée. La percée, véritablement, c'est faire éclater le dispositif adverse, passer au travers et puis déboucher. Et après la percée, il y a une exploitation. C'est-à-dire que si on perce, normalement, il n'y a plus rien entre le... Donc vous dites de pression russe davantage que percée. Là, c'est une pression russe. Et quand on regarde depuis hier, finalement, ça n'a pas beaucoup bougé. Voilà. Et quand on me dit il y a 5 bataillons dans Volchansk, c'est très peu. Ça fait 2500, 3000 hommes, tout à fait au grand maximum. Ce que l'on voit là, véritablement, il y a quand même malheureusement une forme d'impréparation ukrainienne. Et je crois on va y revenir dans un instant parce qu'on écoutera Didier François à ce sujet. Je pense qu'ils exploitent la faiblesse ukrainienne depuis le début. Et peut-être même ne pensaient-ils pas aller jusque-là. C'est très possible également. Aurélien Duchesne, c'est la fatigue parfois. C'est votre avis. Regardez ce que dit un haut gradé dans le Figaro. L'armée russe veut contraindre son adversaire à se démunir de certaines capacités critiques, comme ses unités. Alors il nous cite les unités de dronistes, son artillerie ou ses défenses solaires. Et puis il y en a un autre qui ajoute: les Ukrainiens sont dans la situation des Allemands en 1944. Ils avaient encore des unités redoutables, mais insuffisamment pour tenir tous les fronts. Oui, le problème est d'épuiser la masse, car... Vous êtes d'accord avec ça? On est dans la situation de 44, là? Sans comparer évidemment les Ukrainiens aux Allemands sur d'autres aspects, mais quand le général Arichou, par exemple, parle de l'insuffisance des moyens pour attaquer une ville comme Kharkiv ou même Soumy, les moyens organiques et les 35 000 hommes qui seraient massés aux environs de Kharkiv, le seul scénario crédible avec ça, c'est uniquement soit de créer une zone tampon, ce qui est d'ailleurs crédibilisé par le fait, par exemple, que les Russes détruisent de nombreux points de franchissement, de nombreux ponts, ce qui n'est pas cohérent avec l'idée de percer davantage. C'est ce que redit l'ISW ce matin. Par exemple, cette zone tampon, c'est la théorie privilégiée. Et le fait surtout que ça n'est pas en adéquation avec l'objectif de prendre une ville de 1,5 million d'habitants, de 370 km². Ça crédibilise plutôt l'idée justement de faire une diversion, de forcer les Ukrainiens à déployer à ces endroits des forces qui seraient utiles à d'autres fronts. L'essentiel des actions offensives, d'après le ministère de la Défense britannique, sur les 50 derniers jours, c'était aux environs de Tchassivyar. C'est là que reste le gros, visiblement, des forces et de l'effort russe. C'est plutôt à cet endroit-là, visiblement, que les Russes ont envie de percer. L'idée d'une attaque vers Soumy, alors visiblement, la concentration de force aux environs de Soumy est moindre que, pour l'instant, celle que vous avez pu voir autour de Kharkiv dans les jours qui ont précédé le début de l'attaque de la semaine dernière. Donc là encore, ça crédibilise plutôt l'idée qu'il s'agirait encore une fois de forcer les Ukrainiens à étaler encore leurs forces. Le dernier aspect, par contre, est que les Russes ne sont sans doute pas en capacité de faire la même chose au niveau de Soumy que ce que les Ukrainiens leur ont fait à Kharkiv en 2022, qui était d'attaquer à un endroit où les Russes ne le pensaient pas. Pourquoi? Parce que la grande différence avec mai 2024 par rapport à l'automne 2022, c'est la transparence du champ de bataille, d'un côté comme de l'autre. La démultiplication des drones d'observation fait que désormais, il est beaucoup plus difficile pour les Russes comme pour les Ukrainiens de faire une attaque surprise massive, comme l'ont fait les Ukrainiens à l'automne 2022. Samantha, l'idée c'est de semer la panique quand Kirilo Boudanov tire la sonnette d'alarme, quand l'état-major dit voilà, c'est difficile, puis après visiblement non, on avance de façon progressive et ça se passe plutôt bien. Est-ce que là on veut mettre l'état-major dans un dilemme à la fois stratégique, tactique, opérationnel, c'est-à-dire où je mets mes forces, où je mets mes hommes, qu'est-ce que je fais par rapport à cette loi sur la mobilisation qui arrive dans 4 jours? C'est ça, c'est qu'on veut semer la zizanie. Alors, la zizanie, c'était un mot très fort, c'est vraiment pour mettre la pression comme l'a été dit, et les Russes ont dit à plusieurs reprises qu'ils envisagent de créer une zone tampon, qu'une des choses à négocier, si négociation il y a un jour, serait justement une grande zone tampon tout le long de la frontière russe, donc qui serait totalement, non seulement démilitarisée, mais totalement vide de personnes. Donc, et on voit bien une chose que les Russes sont en train de faire avec cette destruction des villages dans la région de Kharkiv, c'est aussi de semer la peur dans la population ukrainienne pour encourager la population à fuir et donc rendre la prise des villes et des villages beaucoup plus facile. Mais je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, on ne parle pas de prendre les villes de Kharkiv ou de Soumy ici, on parle justement de vider la zone autour et aussi de forcer les Ukrainiens pour se défendre, à envoyer des troupes qui seraient aussi sur le front sud. Je rappelle que Kherson est aussi, a été encore attaqué, bombardé cette nuit. Donc, si vous voulez, il y a une tension sur tous les fronts. Et quand Kirilo Boudanov tire la sonnette d'alarme, il dit tout haut ce que les militaires ukrainiens
en Ukraine disent depuis des mois. C'est que ça va mal. Mais c'est peut-être la première fois qu'on le sent aussi inquiet. Kirill Boudanov, qui communiquait récemment aussi sur ces menaces pour le Crimée et tout ça, c'est la première fois où il dit « j'ai plus rien ». Alors le terrain a été préparé par son adjoint qui a donné un entretien dans le journal The Economist la semaine dernière en parlant des difficultés sur le front. La sonnette d'alarme a déjà été tirée par le général Zaloujny, l'ancien chef d'état-major, il y a plusieurs mois, qui parlait des difficultés que les Ukrainiens faisaient sur le front. Quand Zelensky dit au monde entier « si on n'a pas d'armes, on va perdre cette guerre », c'est aussi tirer la sonnette d'alarme. Le fait que ça vienne maintenant de Kirill Boudanov, qui jusqu'à présent, en effet, soit ne disait rien, soit était plutôt positif, démontre la gravité de la situation. Et une dernière chose par rapport à ce qu'a dit le général Richoux, le manque de préparation des Ukrainiens est quelque chose dont les Ukrainiens, les militaires eux-mêmes parlent. Ils disent « nous avons mal préparé nos arrières, nous n'avons pas construit assez de tranchées, il n'y a pas assez de dents de dragon ». Quand on regarde les lignes défensives que les Russes ont construites après la débâcle de 2022 et qu'ils comparent ça aux lignes de défense ukrainiennes, ils disent « c'est pas possible, nous sommes une nation de bâtisseurs, nous allons construire des maisons dans le monde entier et nous n'avons pas assurer nos arrières et les tranchées en Ukraine. Et ça, c'est quelque chose... On en parlait hier, évidemment. Et c'est vrai ce que disait Didier François sur cette antenne hier soir. C'est-à-dire qu'on parle souvent de la mobilisation, l'absence d'hommes, on parle souvent de l'absence d'armement, on parle peut-être un peu moins de la désorganisation. Effectivement, ils ont dû apprendre. Et il nous dit, Didier, il y a un vieux fond soviétique de cette armée à qui on avait voulu, à un moment donné, au moment de la contre-offensive à Robotyne, imposer un mode occidental, un système de fonctionnement occidental. Écoutons ce que nous dit Didier François. Il y a un deuxième sujet, mais qu'on a vu avec la tentative de contre-offensive de l'été dernier ratée, c'est l'organisation de cette armée. Et on l'a vu à Avdiivka, etc., où, grosso modo, on leur avait demandé d'appliquer un mode de fonctionnement un peu à l'occidental, alors qu'ils n'étaient pas encore organisés comme nous l'aurait fait en corps d'armée. Et là, ils sont donc... Et Zaloujny, à la fois, essayé... Parce que c'est une armée très hybride, entre des comportements et des attitudes parfois très modernes de certains régiments et de certains chefs, et puis encore un vieux fond très soviétique. Ils sont en train d'essayer de constituer des états-majors de corps d'armée. Ça fait peut-être aussi partie de ce mouvement-là, qui a commencé avec la nomination de Syrski.